Dans le village pittoresque de St. Mary Mead, alors que décembre enveloppait les maisons de son manteau glacé, une étrange affaire allait troubler la tranquillité des fêtes. Miss Jane Marple, installée près de sa fenêtre avec son éternel tricot, observait les préparatifs de Noël avec son attention coutumière. Les guirlandes s'accrochaient aux lampadaires, les vitrines scintillaient, et pourtant, quelque chose dans l'air semblait différent cette année. Le révérend Clément avait mentionné lors du thé de l'après-midi qu'une rose de Noël extraordinaire fleurissait dans le jardin du manoir Thornfield, propriété de la mystérieuse veuve Helena Winterbourne. Cette fleur légendaire, disait-on, ne s'épanouissait qu'en présence d'un secret profondément enfoui. Les villageois murmuraient que Madame Winterbourne gardait un trésor inestimable, mais personne n'avait jamais pu confirmer ces rumeurs. Lorsque Helena Winterbourne tomba mystérieusement malade le soir du 1er décembre, incapable de parler et plongée dans un étrange sommeil, le village entier retint son souffle. Le docteur Haydock ne trouvait aucune explication médicale à son état. Plus troublant encore, la rose de Noël commença à se faner progressivement, comme si elle partageait le destin de sa propriétaire. Miss Marple comprit alors qu'un mystère bien plus profond se cachait derrière les murs du manoir. Ce qui intriguait particulièrement notre détective était le comportement des proches de la malade. Son neveu, Thomas Winterbourne, semblait pressé de faire venir un notaire. Sa dame de compagnie, mademoiselle Blanche Mercier, passait des heures à fouiller discrètement la bibliothèque. Et le jardinier, le vieux Silas, montait la garde près de la roseraie avec une détermination inhabituelle, refusant quiconque d'approcher la fleur mourante. Miss Marple déposa son tricot et ajusta ses lunettes. Elle savait d'expérience que dans les petits villages, les plus grands secrets se cachaient souvent dans les détails les plus anodins. Une conversation surprise, un regard évité, une lettre mal dissimulée. Voilà les fils qui, une fois tirés, révélaient toute la tapisserie du mensonge. Et cette rose de Noël, avec son langage silencieux, semblait vouloir raconter une histoire que seuls les plus attentifs pourraient comprendre. Le temps pressait. Chaque pétale qui tombait de la rose semblait emporter avec lui une chance de découvrir la vérité. Miss Marple enfila son manteau, prit son parapluie et se dirigea vers le manoir Thornfield. L'heure était venue de démêler l'écheveau de ce mystère hivernal avant que le dernier pétale ne tombe et que le secret ne soit perdu à jamais. Miss Marple arriva au manoir Thornfield juste avant le crépuscule. La demeure victorienne se dressait majestueusement, ses fenêtres illuminées projetant des rectangles dorés sur la neige fraîchement tombée. Elle fut accueillie par mademoiselle Mercier, une femme d'une 40aine d'années, au visage sévère et aux mains constamment agitées. La dame de compagnie semblait à la fois soulagée et inquiète de voir Miss Marple franchir le seuil. Dans le grand salon, Thomas Winterbourne faisait les 100 pas devant la cheminée. C'était un homme dans la trentaine, élégamment vêtu mais visiblement tourmenté. Il expliqua que sa tante était tombée inconsciente après avoir passé l'après-midi dans sa roseraie bien-aimée. Aucun signe de chute, aucune blessure visible, simplement ce sommeil profond dont elle ne s'éveillait pas. Le docteur Haydock était reparti, perplexe, promettant de revenir le lendemain avec un spécialiste de Londres. Miss Marple demanda à voir la roseraie, ce qui provoqua un échange de regards entre Thomas et mademoiselle Mercier. Après un moment d'hésitation, ils l'accompagnèrent à travers les couloirs jusqu'à une porte-fenêtre donnant sur le jardin d'hiver. Là, protégée par une serre de verre, se trouvait la fameuse rose de Noël. Sa beauté était encore visible malgré son état déclinant. Des pétales blancs, veinés de rose pâle, d'une délicatesse presque irréelle. Le vieux Silas, le jardinier, était assis sur un banc près de la rose, comme un gardien veillant sur un trésor. Lorsqu'il aperçut Miss Marple, ses yeux s'illuminèrent d'un soulagement évident. Il murmura que la rose avait commencé à faner exactement au moment où Madame Winterbourne était tombée malade. Pas une minute avant, pas une minute après. C'était, dit-il d'une voix tremblante, comme si la fleur et sa maîtresse partageaient la même âme. Miss Marple s'approcha de la rose
et remarqua quelque chose d'étrange. La terre autour de la plante avait été récemment retournée, puis soigneusement tassée. Des traces de pas menaient à un coin de la serre, où se trouvait une vieille malle en bois. Lorsqu'elle interrogea Silas du regard, le vieil homme détourna les yeux et prétendit ne rien savoir de cette malle. Mais Miss Marple avait vu ce type de réaction auparavant. C'était la peur, mêlée à la loyauté. En retournant vers le salon, Miss Marple entendit des voix provenant de la bibliothèque. S'approchant discrètement, elle reconnut la voix de Thomas, qui chuchotait avec insistance à quelqu'un au téléphone. « Il faut trouver le document avant qu'il ne soit trop tard. Elle n'a jamais voulu me dire où elle l'avait caché. Et maintenant… » Il s'interrompit brusquement en apercevant l'ombre de Miss Marple. Le mystère s'épaississait comme le brouillard londonien, et notre détective sentait qu'elle venait seulement d'effleurer la surface d'une affaire bien plus complexe qu'il n'y paraissait. Le lendemain matin, Miss Marple retourna au manoir sous prétexte d'apporter un bouillon fait maison pour la malade. Cette fois, elle fut reçue par la gouvernante, Madame Dubois, une femme rondelette au sourire chaleureux qui semblait moins sur ses gardes que les autres habitants du manoir. En montant à la chambre d'Helena Winterbourne, Madame Dubois confia que sa maîtresse avait reçu une lettre étrange la veille de sa maladie. La chambre de Madame Winterbourne était spacieuse et élégamment meublée. La malade reposait paisiblement, son visage pâle, encadré par des cheveux argentés. Miss Marple remarqua sur la table de chevet un livre ouvert à une page précise, et à côté, l'enveloppe d'une lettre déchirée. Pendant que Madame Dubois arrangeait les oreillers, Miss Marple jeta un coup d'œil discret au livre. C'était un recueil de poésie française, et quelqu'un avait souligné un vers particulier. Descendant vers la bibliothèque avec la permission de chercher un livre pour se distraire, Miss Marple entreprit sa propre investigation. Les étagères regorgeaient de volumes anciens, mais ce qui attira son attention fut un espace vide sur l'une des étagères du haut. La poussière autour formait le contour d'un livre récemment retiré. Mademoiselle Mercier apparut soudainement, prétendant ranger des papiers, mais Miss Marple nota qu'elle observait chacun de ses mouvements. Dans l'après-midi, le facteur apporta le courrier, et Miss Marple, qui prenait le thé dans le salon, remarqua la réaction de Thomas en voyant une enveloppe particulière. Il la fit disparaître rapidement dans sa poche, mais pas assez vite pour que Miss Marple ne remarque l'écriture élégante et le cachet de cire bleue, ce même cachet qu'elle avait aperçu sur les fragments de l'enveloppe déchirée dans la chambre de Madame Winterbourne. Profitant d'un moment où Thomas s'absentait, Miss Marple engagea la conversation avec Madame Dubois au sujet de l'histoire du manoir. La gouvernante révéla que Madame Winterbourne avait passé sa jeunesse à Paris, où elle avait été une pianiste renommée. Elle s'était mariée tardivement avec un riche industriel anglais, mais le mariage avait été de courte durée. Monsieur Winterbourne était décédé dans des circonstances mystérieuses lors d'un voyage en Italie, laissant toute sa fortune à sa jeune épouse. Le soir venu, Miss Marple décida de faire une promenade dans le jardin, malgré le froid mordant. En passant près de la serre, elle aperçut une silhouette qui s'éloignait rapidement. C'était Mademoiselle Mercier, portant quelque chose sous son manteau. Miss Marple attendit qu'elle soit partie, puis se glissa dans la serre. Là, près de la malle qu'elle avait remarquée la veille, elle trouva une petite clé tombée dans la terre, une clé délicate, ornée d'un motif de rose gravé sur le manche. Le puzzle commençait à révéler ses premières pièces. Miss Marple comprit qu'elle devait gagner la confiance du vieux Silas. Le jardinier semblait détenir des informations cruciales qu'il gardait par loyauté envers sa maîtresse. Le matin suivant, elle arriva de bonne heure au manoir et le trouva dans la serre, murmurant doucement à la rose mourante, comme on parlerait à un vieil ami. Elle s'assit à ses côtés, sans dire un mot, respectant son rituel matinal. Après un long silence, Silas commença à parler. Il révéla qu'il travaillait pour les Winterbourne depuis 40 ans, d'abord pour le père d'Helena, puis pour elle-même. Il avait vu la jeune fille partir pour Paris, pleine de rêves, et revenir des années plus tard, changée, plus grave, portant un secret qui semblait peser sur ses épaules. La rose de Noël avait été plantée le jour de son retour, avec une cérémonie particulière dont il se souvenait encore. Silas expliqua que Madame Winterbourne venait chaque jour dans la serre
où elle passait des heures à contempler la rose tout en lisant des lettres anciennes qu'elle gardait dans une boîte en métal. Ces lettres semblaient être sa plus précieuse possession. La veille de sa maladie, elle était restée particulièrement longtemps dans la serre, et Silas l'avait entendue pleurer doucement. Puis, elle était retournée dans le manoir, laissant la boîte ouverte sur le banc. Le jardinier avoua alors avoir commis une indiscrétion. Inquiet pour sa maîtresse, il avait jeté un coup d'œil aux lettres. Elles étaient toutes signées « A », écrites en français, et parlaient d'un amour impossible, d'un choix déchirant et d'une promesse faite il y a longtemps. La dernière lettre de la pile était récente, datée de quelques jours auparavant, et contenait une révélation que Silas n'osait répéter. Mais elle mentionnait la rose de Noël comme gardienne du serment. Miss Marple demanda où se trouvait maintenant cette boîte de lettres. Silas baissa la voix et révéla que le soir même, Thomas était venu dans la serre et avait cherché partout, renversant des pots, fouillant dans les recoins. Ne trouvant pas ce qu'il cherchait, il était parti furieux. C'est alors que Silas avait compris que sa maîtresse avait dû cacher la boîte ailleurs, pressentant peut-être un danger. Il avait alors pris l'initiative de creuser autour de la rose, pensant qu'elle aurait pu l'enterrer là. Miss Marple sortit délicatement la petite clé qu'elle avait trouvée et la montra à Silas. Les yeux du vieil homme s'élargirent de surprise. Il reconnut immédiatement cette clé. C'était celle du secrétaire personnel de Madame Winterbourne, un meuble ancien dans son bureau privé, une pièce que personne d'autre qu'elle n'était autorisé à utiliser. Silas ajouta un dernier détail troublant. La nuit de la maladie de Madame Winterbourne, il avait vu de la lumière dans ce bureau, alors qu'elle était déjà inconsciente. Quelqu'un cherchait quelque chose, et cette personne n'avait pas renoncé. Miss Marple savait qu'elle devait accéder au bureau privé d'Helena Winterbourne, mais la tâche ne serait pas aisée. Thomas et Mademoiselle Mercier semblaient surveiller chaque recoin du manoir. Heureusement, Madame Dubois, qui avait pris Miss Marple en affection, mentionna que tous les après-midi, Thomas se rendait au village pour ses affaires, et Mademoiselle Mercier descendait à la cuisine pour superviser la préparation du dîner. L'occasion se présenta le lendemain. Miss Marple monta discrètement au premier étage et trouva le bureau, une petite pièce donnant sur la roseraie. La porte n'était pas verrouillée, ce qui la surprit. À l'intérieur, tout était impeccablement rangé. Un bureau en acajou, une bibliothèque contenant des partitions musicales, et dans un coin, le fameux secrétaire ancien. Son cœur battit plus fort lorsqu'elle approcha la clé de la serrure. Le secrétaire s'ouvrit avec un léger déclic, révélant plusieurs compartiments. Dans le premier, elle trouva des documents financiers prouvant qu'Helena Winterbourne était beaucoup plus riche qu'on ne le pensait. Dans le deuxième, une collection de programmes de concerts datant de ses années parisiennes. Mais c'est dans un compartiment secret, accessible en appuyant sur un mécanisme dissimulé, qu'elle découvrit ce qu'elle cherchait vraiment. À l'intérieur se trouvait un journal intime, relié de cuir bleu, et une photographie jaunie montrant une jeune Helena au bras d'un homme élégant devant un café parisien. Au dos de la photo, une inscription « Paris, 1955. Ah, et moi, le dernier jour heureux ». Le journal révélait une histoire d'amour passionné avec un pianiste français nommé Alexandre Beaumont. Ils devaient sans se marier, mais la famille d'Helena s'y était opposée farouchement. Miss Marple lisait avidement les pages, découvrant le drame qui s'était joué des décennies auparavant. Helena avait été forcée de choisir entre l'amour et le devoir familial. Elle avait finalement cédé aux pressions et épousé Winterbourne, un homme que son père avait choisi pour elle. Mais avant son mariage, elle avait fait une promesse solennelle à Alexandre. Si jamais il avait besoin d'elle ou de son aide, elle serait là, quelle que soit sa situation. Cette promesse avait été scellée le jour où ils avaient planté ensemble une bouture de roses de Noël. Soudain, Miss Marple entendit des pas dans le couloir. Elle referma rapidement le secrétaire et glissa le journal dans son sac. Mais en se retournant, elle se retrouva face à face avec Mademoiselle Mercier, dont le visage habituellement pâle était maintenant empourpré de colère. La dame de compagnie exigea de savoir ce que Miss Marple faisait dans cette pièce. «
Notre détective, gardant son calme habituel, répondit simplement qu'elle admirait la vue sur la roseraie. L'excuse était faible, et toutes deux le savaient. Le jeu du chat et de la souris venait de prendre un tournant dangereux. Cette nuit-là, Miss Marple ne pouvait trouver le sommeil. Le journal d'Helena révélait une histoire d'amour tragique, mais il manquait encore des pièces essentielles au puzzle. Pourquoi Helena était-elle tombée malade, maintenant, après tant d'années? Quel était le lien avec la lettre récente mentionnée par Silas? Et surtout, qu'est-ce que Thomas cherchait si désespérément? Vers minuit, elle décida de retourner au manoir, guidée par une intuition qu'elle avait appris à ne jamais ignorer. Le manoir se dressait dans l'obscurité, seules quelques fenêtres étant encore éclairées. Miss Marple contourna la propriété pour accéder au jardin par la petite porte que Silas lui avait montrée. La serre brillait d'une lumière argentée sous la lune, et à sa grande surprise, elle aperçut une silhouette à l'intérieur. Ce n'était pas Silas, mais quelqu'un de plus grand, qui fouillait frénétiquement autour de la rose de Noël. S'approchant silencieusement, Miss Marple reconnut Thomas Winterbourne. Il tenait une pelle et creusait autour des racines de la rose, avec une détermination frôlant le désespoir. Soudain, sa pelle heurta quelque chose de métallique. Il se mit à genoux et dégagea une boîte en fer forgé, ornée de roses gravées. Ses mains tremblaient, tandis qu'il essayait de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Il jura à voix basse et glissa la boîte dans son manteau. Miss Marple s'apprêtait à intervenir lorsqu'une autre silhouette apparut dans la serre. C'était Mademoiselle Mercier, haletante et visiblement bouleversée. Elle s'adressa à Thomas d'une voix tremblante. « Vous ne pouvez pas faire cela. Ces lettres ne vous appartiennent pas. Elles révèlent un secret qui pourrait détruire des vies, même aujourd'hui. » Thomas répondit froidement qu'il avait le droit de savoir la vérité sur sa famille et que ces lettres pourraient contenir des informations sur un héritage qu'Helena lui cachait depuis toujours. La dispute s'intensifia et Miss Marple comprit alors la complexité de la situation. Mademoiselle Mercier n'était pas simplement une dame de compagnie loyale. Elle protégeait activement un secret qu'Helena lui avait confié. Elle révéla à Thomas que sa tante avait fait beaucoup plus pour lui qu'il ne l'imaginait, que chaque décision difficile qu'elle avait prise dans sa vie avait été motivée par l'amour de sa famille. Les lettres, dit-elle, prouvaient un sacrifice si grand qu'Helena n'avait jamais voulu que personne ne le connaisse. C'est à ce moment que Miss Marple choisit de se révéler. Les deux protagonistes sursautèrent en la voyant émerger de l'ombre. Thomas, pris en faute, serrait toujours la boîte contre lui. Miss Marple, de sa voix douce mais ferme, leur dit qu'il était temps de dévoiler toute la vérité, non seulement pour comprendre ce qui était arrivé à Helena, mais aussi pour sauver la rose de Noël qui continuait à se faner. Car elle avait compris une chose essentielle. La rose ne reflétait pas seulement l'état d'Helena, mais aussi le poids du secret qui l'écrasait depuis tant d'années. Pour sauver la femme, il fallait d'abord libérer le secret. Le lendemain matin, Miss Marple réunit toutes les personnes concernées dans le grand salon du manoir. Thomas, Mademoiselle Mercier, Silas et Madame Dubois étaient présents, ainsi que le docteur Haydock, qui était venu prendre des nouvelles de sa patiente. L'atmosphère était tendue, chacun se demandant ce que cette détective amateur allait révéler. Miss Marple commença par demander à Thomas de poser la boîte de lettres sur la table centrale. Elle expliqua d'abord ce qu'elle avait découvert dans le journal d'Helena, l'histoire d'amour avec Alexandre Beaumont, la promesse solennelle et le mariage forcé avec Winterbourne. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Elle avait passé la nuit à lire le journal en entier, et les dernières pages révélaient un secret que même Mademoiselle Mercier ne connaissait pas complètement. Lorsqu'Helena s'était mariée, elle était déjà enceinte d'Alexandre. Le silence qui suivit cette révélation était assourdissant. Thomas devint pâle, comme un linge. Miss Marple continua doucement. Le bébé était né 6 mois après le mariage, mais M. Winterbourne, qui ignorait la vérité, l'avait accepté comme son fils. Ce fils, c'était le père de Thomas. Helena avait vécu toute sa vie avec ce secret, élevant l'enfant d'Alexandre tout en étant mariée à un autre homme.
La promesse qu'elle avait faite à Alexandre incluait également de ne jamais révéler la vérité, pour protéger la réputation de l'enfant. Mademoiselle Mercier intervint alors, les larmes aux yeux. Elle révéla qu'elle n'était pas simplement une dame de compagnie, elle était la nièce d'Alexandre Beaumont. Quelques mois auparavant, son oncle, maintenant très âgé et malade, lui avait demandé de retrouver Helena et de lui remettre une dernière lettre. Alexandre, sentant sa fin approcher, voulait savoir si l'enfant qu'il n'avait jamais connu avait eu une bonne vie et si Helena avait trouvé le bonheur malgré leur séparation. Mademoiselle Mercier avait donc pris le poste de dame de compagnie pour approcher Helena sans révéler ses véritables intentions. Elle avait remis la lettre d'Alexandre et c'est en la lisant qu'Helena s'était effondrée, submergée par l'émotion de décennies de silence et de sacrifice. La lettre d'Alexandre était remplie d'amour et de gratitude, mais elle annonçait aussi son souhait de rencontrer son fils une dernière fois avant de mourir, même de loin, sans révéler qui il était. Il voulait simplement voir l'homme qu'était devenu cet enfant. Le docteur Haydock, qui avait écouté attentivement, se leva et s'exclama qu'il comprenait maintenant l'état d'Helena. Ce n'était pas une maladie physique, mais un choc émotionnel si profond que son corps avait choisi de se retirer dans l'inconscience pour se protéger. Le poids de la culpabilité, du secret gardé pendant si longtemps, et maintenant la décision impossible de révéler ou non la vérité à sa famille, tout cela avait été trop pour elle. Elle était piégée entre son amour pour Alexandre et sa loyauté envers la mémoire de Winterbourne. Miss Marple ouvrit alors délicatement la boîte de lettres que Thomas avait déterrée. À l'intérieur se trouvaient toutes les lettres qu'Alexandre avait écrites à Helena au fil des années, des lettres qu'il lui envoyait secrètement, auxquelles elle répondait tout aussi secrètement. Ces correspondances racontaient 40 ans d'amour inassouvi, de regrets partagés, mais aussi d'une tendresse qui n'avait jamais faibli. La dernière lettre, celle qui avait provoqué l'effondrement d'Helena, était différente. Alexandre y annonçait qu'il avait peu de temps à vivre et qu'il demandait une seule chose, qu'Helena lui pardonne de n'avoir pas été assez fort pour se battre pour leur amour lorsqu'ils étaient jeunes. Cette demande de pardon, alors qu'Helena portait sa propre culpabilité depuis tant d'années, avait brisé le dernier rempart de sa résistance. Thomas, bouleversé par ces révélations, demanda du temps pour assimiler tout ce qu'il venait d'apprendre. Miss Marple respecta son besoin de solitude, mais elle savait que le temps pressait. Helena ne se réveillerait pas tant que le conflit intérieur qui la rongeait ne serait pas résolu. Et la rose de Noël, symbole vivant de sa promesse à Alexandre, continuait de se faner. Il ne restait plus que quelques pétales sur sa tige, comme autant de minutes s'écoulant sur une horloge invisible. Dans l'après-midi, Thomas revint vers Miss Marple. Son visage avait changé. La colère et la confusion avaient de laisser place à quelque chose de plus doux, presque de la compréhension. Il avoua que durant toute sa vie, il avait senti un lien particulier avec sa grand-tante Helena, une affection qui dépassait les simples liens familiaux. Maintenant il comprenait pourquoi elle ne regardait pas seulement son neveu quand elle le voyait, mais aussi l'homme qu'elle avait aimé plus que tout au monde. Miss Marple suggéra alors une solution audacieuse. Alexandre Beaumont était encore vivant, bien que très affaibli, dans une maison de retraite près de Paris. Si Thomas était d'accord, il pourrait organiser une rencontre, pas nécessairement pour révéler immédiatement la vérité complète, mais pour permettre à Alexandre de voir l'homme qu'était devenu son fils, à travers Thomas, son petit-fils, porteur de son héritage. Cette rencontre pourrait apporter une forme de paix à tous les concernés. Thomas accepta, mais sous une condition. Il voulait d'abord essayer de communiquer avec Helena, de lui faire comprendre d'une manière ou d'une autre qu'il savait, qu'il comprenait, et qu'il ne lui en voulait pas. Le docteur Haydock, intrigué par l'approche émotionnelle du problème, accepta de les accompagner au chevet de la malade. Mademoiselle Mercier insista également pour être présente, portant avec elle les dernières lettres d'Alexandre. Dans la chambre silencieuse, Thomas s'assit près du lit de sa grand-tante. Il prit sa main froide dans la sienne et commença à parler doucement. Il lui raconta qu'il avait lu les lettres, qu'il connaissait maintenant l'histoire d'Alexandre et que, loin d'être en colère,
Il était rempli d'admiration pour le sacrifice qu'elle avait fait. Il lui dit que son grand-père, le père qu'il n'avait jamais connu mais dont on lui avait tant parlé, avait été un homme merveilleux et que c'était en grande partie grâce à l'amour qu'Helena lui avait donné. Tandis que Thomas parlait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les paupières d'Helena frémirent légèrement. Mademoiselle Mercier s'approcha et murmura à son oreille qu'Alexandre était toujours en vie, qu'il pensait à elle chaque jour et qu'il ne demandait rien d'autre que son pardon pour ne pas avoir été plus courageux dans leur jeunesse. Elle ajouta qu'Alexandre disait dans sa dernière lettre qu'il avait compris, après toutes ces années, qu'Helena avait pris la décision la plus difficile, mais aussi la plus aimante, protéger leur enfant en lui donnant une vie stable et respectable, même au prix de son propre bonheur. Ce n'était pas un abandon, c'était le plus grand acte d'amour qu'une mère puisse faire. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur les joues d'Helena, bien qu'elle soit toujours inconsciente. Miss Marple comprit alors que quelque chose était en train de se dénouer profondément en elle, que le pardon qu'elle cherchait depuis si longtemps était peut-être enfin à sa portée. Cette nuit-là, un événement remarquable se produisit. Silas, qui dormait dans sa petite maison près de la roseraie, fut réveillé par une étrange luminescence venant de la serre. Se précipitant dehors, il découvrit que la rose de Noël, qui n'avait plus qu'un seul pétale la veille, avait soudainement produit un nouveau bourgeon. C'était impossible du point de vue botanique, et pourtant, là, sous le clair de lune hivernale, une nouvelle vie émergeait de la plante, presque morte. Au même moment, dans sa chambre, Helena Winterbourne ouvrit lentement les yeux. Madame Dubois, qui veillait à son chevet, poussa un cri de joie qui réveilla toute la maisonnée. Le docteur Haydock fut appelé d'urgence et constata avec stupéfaction que tous les signes vitaux de sa patiente étaient revenus à la normale. Helena était faible, désorientée, mais consciente. Ses premiers mots furent pour demander des nouvelles de sa Rose. Thomas entra dans la chambre, suivi de Mademoiselle Mercier et Miss Marple. Il y eut un moment de silence chargé d'émotion. Helena regarda son neveu avec une expression mêlée de peur et d'espoir, comme si elle devinait qu'il savait son secret. Thomas s'approcha, s'agenouilla près du lit et prit sa main. « Grand-tante, dit-il doucement, je sais tout et je comprends. Vous n'avez plus à porter ce fardeau seul. » Les larmes coulèrent librement sur le visage d'Helena, tandis qu'elle serrait la main de son petit-fils. Mademoiselle Mercier s'avança à son tour. Elle se présenta officiellement comme la nièce d'Alexandre Beaumont et remit à Helena une enveloppe qu'elle avait gardée pour ce moment. C'était une dernière lettre qu'Alexandre avait écrite récemment, à ouvrir seulement si Helena se réveillait. Avec des mains tremblantes, Helena ouvrit l'enveloppe et lut les mots de l'homme qu'elle avait aimé toute sa vie. La lettre était courte, mais profonde. Alexandre lui disait qu'il avait vécu une belle vie remplie de musique, mais que son plus grand trésor avait toujours été le souvenir de leur amour et la connaissance qu'elle avait protégé leur enfant. Helena demanda alors à voir la rose. Silas fut appelé et raconta le miracle qu'il avait observé dans la serre. Helena sourit pour la première fois depuis son réveil et murmura que la rose avait toujours été plus sage qu'elle. Elle savait, dit-elle, que les secrets gardés trop longtemps finissent par empoisonner l'âme. Le pardon et la vérité sont les seules choses qui permettent vraiment de fleurir à nouveau. Miss Marple, témoin de cette scène émouvante, sentit que le mystère touchait à sa résolution. Le lendemain, Helena était suffisamment forte pour s'asseoir dans un fauteuil près de la fenêtre. Elle raconta son histoire complètement cette fois, sans rien omettre. Elle parla de Paris, de sa passion pour la musique, de sa rencontre avec Alexandre lors d'un concert au théâtre des Champs-Élysées. Elle décrivit comment ils étaient là tombés, éperdument, amoureux, comment ils avaient de passer chaque moment libre, ensemble, à explorer la ville, à jouer du piano à quatre mains, à rêver d'un avenir commun. Puis vint la partie difficile de son récit. Lorsqu'elle avait découvert sa grossesse, sa famille l'avait forcée à rentrer en Angleterre, immédiatement. Son père, un homme strict et soucieux de respectabilité, avait arrangé rapidement son mariage avec Winterbourne, un homme plus âgé, mais respectable. Alexandre avait voulu se battre, venir en Angleterre, enlever Helena si nécessaire, mais elle
sachant que cela détruirait sa famille et condamnerait leur enfant à une vie de scandale et de pauvreté, avait choisi le sacrifice. Elle avait épousé Winterbourne et l'avait supplié de garder le contact secret avec Alexandre, juste par lettre, pour ne pas devenir folle de chagrin. C'était ce lien épistolaire, maintenu pendant 40 ans, qu'il avait gardé en vie, mais aussi prisonnière de son propre secret. Miss Marple, avec sa sagesse habituelle, suggéra que le temps était venu pour une vraie réconciliation. Helena devait voir Alexandre une dernière fois, non pas en cachette ou à travers des lettres, mais ouvertement, avec sa famille, à ses côtés. Thomas accepta immédiatement d'accompagner sa grand-tante à Paris. Mademoiselle Mercier se chargea d'organiser le voyage et de prévenir son oncle de leur visite, même Silas insista pour venir, car il avait veillé sur Helena pendant 40 ans et voulait être là pour ce moment crucial. Le voyage fut organisé pour la semaine suivante, le temps qu'Helena reprenne des forces. Pendant ces jours de préparation, une transformation remarquable s'opéra au manoir Thornfield. L'atmosphère de tension et de suspicion qui régnait depuis des semaines se dissipa comme brume au soleil. Thomas passait de longues heures à parler avec sa grand-tante, découvrant une femme qu'il n'avait jamais vraiment connue. Non pas la dame austère et distante qu'il avait toujours vue, mais une femme passionnée qui avait sacrifié ses rêves par amour. La rose de Noël, quant à elle, continua sa renaissance miraculeuse. Non seulement le nouveau bourgeon s'était épanoui, mais de nouvelles pousses apparaissaient à la base de la plante. Silas, émerveillé, déclarait à qui voulait l'entendre que la rose célébrait la libération de sa maîtresse. Miss Marple, plus pragmatique mais néanmoins touchée, observait que parfois les explications rationnelles ne suffisent pas pour certains phénomènes, et qu'il existe des liens entre les êtres et la nature que la science ne peut pas encore mesurer. Le jour du départ arriva. Un petit groupe composé d'Helena, Thomas, Mademoiselle Mercier, Silas et Miss Marple, qui avaient été invités à les accompagner, prit le train pour Paris. Durant le voyage, Helena raconta des anecdotes de sa jeunesse parisienne, décrivant les cafés qu'elle fréquentait, les concerts auxquels elle assistait, les promenades le long de la Seine avec Alexandre. Sa voix, d'abord hésitante, devint plus forte et plus joyeuse à mesure qu'elle libérait ses souvenirs longtemps enfermés. Ils arrivèrent à Paris en fin d'après-midi. La ville était décorée pour Noël, les rues scintillaient de lumière et une légère neige commençait à tomber. Mademoiselle Mercier les conduisit à la maison de retraite située dans le 16e arrondissement, un élégant établissement avec vue sur les jardins du Trocadéro. Alexandre les attendait dans sa chambre, assis près de la fenêtre. C'était un homme frêle, maintenant, aux cheveux blancs comme neige, mais ses yeux brillaient encore de cette intelligence et de cette sensibilité qui avaient captivé Helena tant d'années auparavant. La rencontre entre Helena et Alexandre, après 40 ans de séparation physique, fut profondément émouvante. Ils se regardèrent longuement, sans parler, comme si les mots n'étaient plus nécessaires. Puis Alexandre tendit la main, et Helena la prit. « Mon amour, » dit-il simplement en français, « tu es toujours aussi belle. » Helena sourit à travers ses larmes. « Et toi, toujours aussi menteur. » Ils rirent ensemble pour la première fois depuis 1955, et ce rire contenait toute la tendresse et tous les regrets de 4 décennies. Thomas, témoin de cette scène, comprit enfin la profondeur de l'amour que sa grand-mère avait dû sacrifier, et son respect pour elle grandit immensément. Alexandre et Helena passèrent la journée suivante ensemble, rattrapant 40 années en quelques heures précieuses. Alexandre joua du piano pour elle. Ses doigts étaient moins agiles, mais la passion était toujours là. Helena écouta, fermant les yeux, et fut transportée à l'époque où ils jouaient ensemble, à Paris. Thomas fut présenté officiellement, et Alexandre, avec des larmes de joie, put serrer la main de son petit-fils, voyant en lui les traits de son fils qu'il n'avait jamais connus. Miss Marple observait la scène avec satisfaction. Le mystère avait été résolu non par la découverte d'un crime, mais par la révélation d'un amour si grand qu'il avait survécu à des décennies de séparation. Elle comprit que la vraie énigme n'avait jamais été de savoir ce qui s'était passé, mais plutôt de comprendre comment libérer les âmes prisonnières
de leur propre secret. La rose de Noël avait été le symptôme visible d'une blessure invisible, et sa guérison reflétait celle de sa propriétaire. Avant de repartir pour l'Angleterre, Thomas demanda à parler seul avec Alexandre. Dans cette conversation privée, il posa les questions qu'il avait besoin de poser sur son grand-père, l'homme qu'il n'avait jamais connu mais dont il portait le sang. Alexandre lui raconta son fils avec fierté, un homme bon, talentueux, aimant, qui avait grandi en croyant que Winterbourne était son père et qui avait été heureux. Helena avait accompli ce qu'elle s'était promis, donner à leur enfant une vie stable et heureuse, même si cela signifiait son propre sacrifice. Au moment des adieux, Alexandre remit à Helena une dernière chose, une partition musicale qu'il avait composée pour elle des années auparavant, mais n'avait jamais eu l'occasion de lui donner. Elle s'intitulait « La rose de Noël » et était dédicacée à Helena, qui a fleuri dans mon cœur même en hiver. Il lui demanda de la jouer parfois, en pensant à lui. Helena promit, et ils s'embrassèrent une dernière fois, sachant tous deux que c'était probablement un adieu définitif, mais un adieu en paix, sans regret, ni reproche. Le retour à St. Mary Mead fut paisible. Dans le train, Helena semblait avoir rajeuni de 20 ans. Elle parlait avec animation de ses projets. Elle voulait organiser des concerts de charité au village, enseigner le piano aux enfants, et surtout, vivre pleinement le temps qui lui restait sans le poids du secret. Thomas, à ses côtés, réalisait qu'il venait de découvrir non seulement un pan caché de son histoire familiale, mais aussi une leçon sur le courage et le sacrifice. De retour au manoir Thornfield, la première chose qu'Helena fit fut de se rendre à la serre. La rose de Noël était maintenant magnifique, avec plusieurs fleurs épanouies et un feuillage luxuriant. Helena s'agenouilla près de la plante, la toucha délicatement et murmura « Merci, ma vieille amie. Tu as gardé notre secret pendant si longtemps. Maintenant, tu peux enfin te reposer. » Comme en réponse, une légère brise traversa la serre, faisant danser les pétales délicats. Le soir de Noël, Helena organisa une petite réception au manoir. Tout le village fut invité, et pour la première fois depuis des années, le manoir Thornfield résonna de rires et de musique. Helena joua « La rose de Noël » d'Alexandre au piano, et il n'y eut pas un œil sec dans l'assistance. Miss Marple, assise dans son fauteuil avec une tasse de thé, observait la scène avec une profonde satisfaction. Un autre mystère résolu, non par la logique froide, mais par la compréhension du cœur humain. Quelques semaines plus tard, une lettre arriva de Paris. Alexandre Beaumont s'était endormi paisiblement dans son sommeil, un sourire aux lèvres. À côté de son lit, on avait trouvé la photographie d'une jeune femme devant un café parisien. Helena pleura, mais c'était des larmes de gratitude plutôt que de désespoir. Elle avait eu la chance de lui dire au revoir, de recevoir son pardon et de lui donner le sien. La rose de Noël, dans la serre, continuait à fleurir magnifiquement, gardienne désormais non plus d'un secret douloureux, mais d'une belle histoire d'amour qui avait transcendé le temps et les circonstances. Miss Marple, retournant à sa routine tranquille, à St. Mary Mead, réfléchit à cette affaire particulière. Elle avait compris depuis longtemps que les plus grands mystères ne concernent pas toujours des crimes ou des méfaits, mais plutôt les complexités du cœur humain, l'amour, le sacrifice, le pardon. La rose de Noël lui avait enseigné une leçon qu'elle n'oublierait jamais, même au cœur de l'hiver le plus rigoureux. Avec assez d'amour et de courage, la vie trouve toujours un moyen de refleurir.